Je suis ravi d'être ici. Nous sommes très heureux de cette invitation. Et je vais vous parler de choses que je connais relativement, pour éviter de vous parler de choses que je connais moins, mais en touchant à des thèmes qui me sont un peu plus familiers et à une série de thèmes annexes, où je vais essayer nous introduire, comme on l'a suggéré, dans un débat plus général tout à l'heure, parce qu'on ne va pas garder la parole très très longtemps. Comme vous l'avez entendu, ce que je travaille dans mes recherches ces dernières années, c'est l'immigration et les politiques d'immigration, et tout particulièrement les controverses à propos des politiques d'immigration aux États-Unis. Et si vous lisez les journaux, et en particulier le Diplo, vous savez bien que l'essentiel de cette controverse tourne autour de l'immigration d'une certaine origine, notamment mexicaine et centro-américaine, pour des raisons de chiffres, pour des raisons de volume, et pour des raisons aussi historiques qui sont liées à des relations turbulentes et de domination entre les États-Unis et le Mexique. On va entrer un peu plus dans le détail là-dessus, mais je voulais, par ce biais, entrer dans un thème qui est très très proche, parce qu'on sort d'un cycle électoral intéressant, et ce qui a été très très remarqué juste après les élections, mais on le commentait déjà bien avant, c'est que ce qu'on appelle le vote latino a beaucoup compté, dans certains États plus que d'autres, mais on a fait très attention, et plus attention que jamais, à ce qu'on appelle depuis pas mal d'années déjà, le cliché commence à s'user, mais on parle depuis très longtemps déjà du géant endormi du vote latino ou hispanique. Et ce géant commence à se réveiller de manière un peu plus sérieuse cette fois-ci, et c'est quelque chose qui est très remarqué, non seulement en soi, non seulement parce que c'est un chiffre qui bouge sur un tableau, mais également parce que ça porte vraiment à conséquence, parce que nous sommes dans une controverse autour de l'immigration qui a joué un rôle direct dans cette campagne. Peut-être que vous l'avez remarqué, ou peut-être que non, parce qu'on a à peine touché au sujet dans les débats télévisés, mais c'était plus qu'implicite tout de même dans la campagne, parce que nous savions qu'à propos de l'immigration, et à propos de l'immigration mexicaine en particulier, à propos de tous ces immigrés qui sont sans papier, ou plus exactement irréguliers, parce qu'ils ont beaucoup de papiers, mais en général des faux papiers, et bien de ces 10 millions de sans-papiers, entre beaucoup de guillemets, et bien environ entre 6 et 7 millions sont mexicains, et on arrive facilement à 80% des sans-papiers si on compte aussi les Salvadoriens, Guatémaltèques et autres centro-américains. Et dans ce contexte, le Parti républicain a fait son choix, et Romney a choisi de se ranger avec les plus extrêmes du Parti républicain. Pour des raisons qui ne vous ont sûrement pas échappé, parce que vous l'avez compris, Romney, c'est une girouette, il n'a jamais eu beaucoup de principes, il a pu faire campagne et même mener des politiques publiques de toutes sortes. Il souffre un peu le chaud et le froid, c'est le moins qu'on puisse dire, mais cette fois-ci, il était poussé par une énergie qui le débordait un peu sur sa droite, on va dire, et il n'a pas hésité à se mettre dans cette coalition-là. Pourquoi ? Parce que les républicains qui se mobilisent localement dans toute une série de régions et de villes des États-Unis, les républicains les plus mobilisés sont les plus à droite, les plus extrêmes et souvent les plus anti-immigrés, ou en tout cas pour des politiques très restrictives en matière d'immigration. Et Romney a dit tous les mots codés qu'il fallait dire pour laisser entendre à ce public-là qu'il entendait sévir contre les immigrés et ne laisser personne se régulariser. Et ce message a été entendu par cette droite qui a voté pour lui, peut-être moins entendu par des gens qui ont voté pour lui mais sans avoir compris l'enjeu de ça, parce que c'est un thème plus prégnant dans certaines régions du pays que dans d'autres. Mais surtout ce qui s'est passé, c'est que côté démocrate, Obama a pu engranger on estime maintenant à 72 ou 73% du vote latino.
en raison très largement, pas uniquement, mais très largement du fait qu'on reprochait à Romney d'être anti-immigré. Romney a laissé entendre, enfin il n'a même pas laissé entendre, il a dit plusieurs fois à un certain stade de sa campagne, il a dit qu'il était pour l'idée de auto-expulsion. Auto-expulsion, en anglais ça donne self-deportation, et c'est une idée un peu étrange, vous me direz, mais en fait ça provient des instituts stratégiques de droite anti-immigrés qui proposent ça comme une proposition sérieuse. Les immigrés n'ont qu'à s'auto-expulser et comme ça on sera débarrassé du problème, on n'aura pas besoin de dépenser autant en chasse policière. Eh bien, Romney a fait sienne ce mot self-deportation et il en a pâti, mais tout le parti républicain avec lui. Et le lendemain, je vous promets que le lendemain des élections, quand on a vu ce résultat que certains prévoyaient et certains voyaient de loin, eh bien, ils ont commencé à se dire pour la première fois, eh bien, peut-être qu'on devrait arriver à un petit compromis sur l'immigration pour ne pas avoir l'air si polarisé et si loin du gros de l'électorat hispanique ou latino. Et donc on va voir dans les mois qui viennent, il n'y a rien de garanti, ça va être très très difficile politiquement dans le meilleur des cas, mais il y a déjà quelques républicains dont le speaker de la Chambre, Boehner, qui dit qu'il faudrait cut a deal, il faudrait négocier quelque chose sur l'immigration pour mettre derrière nous cet épisode historique où on a 10 millions de sans-papiers et de plus en plus de gens en détresse et un public d'électeurs latinos, mais pas seulement latinos, tous les citoyens qui se sentent un peu concernés par des problèmes par des questions de liberté civile peuvent aussi se sentir concernés. Et il y a tout un clergé et beaucoup de fidèles de beaucoup d'églises, etc., qui soutiennent de façon un peu diffuse, mais il y a quand même quelque chose comme une cause immigrée. Et la victoire d'Obama apparaît comme une victoire de leur point de vue. Il n'y a pas encore de garantie d'arriver à une loi qui donnerait un statut à ces 10 millions de personnes, mais il y a sûrement de meilleures chances de ça sous Obama que sous Romney. Si Obama arrive à faire plier sur cette question, comme sur d'autres, la Chambre des représentants qui lui est hostile. On verra dans les semaines qui viennent. Je voulais toucher un petit peu à un thème qui vous intéresse certainement parce que c'est un grand classique dans les thèmes américains exotiques. Quand on parle de vote latino et de vote noir et de vote juif, de quoi on parle? En France, on ne parle pas toujours ce langage avec autant de franchise, mais quand on est franc, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on désigne quand on parle du vote latino? Disons que ça pose tout de suite des problèmes presque épistémologiques, parce que quand on parle d'un vote ethnique, ça laisse supposer, c'est implicite, mais on entend dans cet énoncé l'idée qu'il y aurait une sorte de bloc monolithique, ethnique, et qu'il y aurait quelque chose qui serait expliqué par l'origine même des personnes qui votent. Il y a les latinos qui votent latino parce qu'ils sont latinos. Évidemment, si on raisonne de cette manière, là, on ne va pas comprendre grand-chose, mais je pense que c'est ici qu'il faudrait se faire un peu sociologue et comprendre qu'il y a des enjeux de classe ainsi que des enjeux ethno-raciaux ici. Il y a certainement pas mal d'hostilité aux républicains, envers les républicains parmi 7 électeurs latinos sur 10, puisqu'on considère que en sévissant contre les immigrés, même contre les illégaux, entre guillemets, c'est une façon de bafouer les libertés civiles de tout le monde. Parce que quand la police se lâche, quand la police se met à contrôler les papiers des gens sous prétexte qu'ils pourraient être éventuellement illégaux, ces personnes peuvent être en situation irrégulière, eh bien, disons que ces contrôles peuvent frapper n'importe qui ressemble, entre guillemets, à un immigré. Et cette question-là a beaucoup porté en poussant les électeurs latinos très loin de Romney. Bon. Ça, vous l'avez compris. Et pour aller un peu plus loin sur le thème du vote latino, je dirais qu'il y a là aussi des enjeux
qui sont peut-être un peu déguisés et difficiles à décoder, mais il y a des enjeux de classe dans ce vote, parce que les latinos, quand ils votent démocrate, ne pensent pas toujours à tout moment aux immigrés. Si vous êtes un latino dans un État qui est très loin des centres de concentration des immigrés, vous pouvez également voter démocrate pour des raisons assez classiquement démocrates, parce que vous penchez plutôt du côté du parti qui ne promet pas grand-chose d'ailleurs, mais qui semble être un peu plus associé à des idées d'État social et d'État qui soutient l'éducation publique et un plan de santé qu'on va appeler Obamacare. Donc, les latinos qui votent démocrates prennent des choix qui sont assez typiquement démocrates, mais quand on ajoute l'ingrédient de l'immigration, qui aggrave et polarise un peu plus le débat, Obama a pu récupérer 10 points là-dessus, par rapport, en tout cas 7 ou 8 points par rapport à 2008. Et ceci dans une situation où beaucoup disaient avant l'élection que Obama va certainement perdre des plumes, il va perdre des points, il va risquer de perdre les latinos qui ont voté avec tant d'enthousiasme pour lui à 67%. C'est ça, 67% en 2008, parce qu'il n'a pas fait grand-chose pour les immigrés. Et c'est un fait que Obama, si on fait un bilan sérieux de la situation notamment des sans-papiers, si on regarde le nombre d'expulsions, si on regarde le nombre d'expulsions un peu abusives qui ne sont liées à aucune activité criminelle particulière, mais des gens qui sont des travailleurs ordinaires qu'on attrape et qu'on expulse, les chiffres sont plus élevés sous Obama que sous Bush. Obama a certainement, il tient un autre langage, il tient un langage qui est assez loin du langage de la droite romnienne, et pire, parce qu'il dit des choses du genre, eh bien, il faut aider les immigrés sans papier à sortir de l'ombre, c'est comme ça qu'il le dit, to come out of the shadows, et leur donner un statut. C'est un thème qui reste délicat, il en parle en fait le moins possible, mais vis-à-vis des publics latinos et des gens qui attendent de lui un geste, il a fait un geste. Il a fait un geste dont vous avez peut-être entendu parler, et juste à temps pour en bénéficier au moment des élections. Quel était ce geste ? Ce geste a consisté à dire, à partir de juin dernier, mais la mesure est entrée en vigueur 2 ou 3 mois après, il a dit que les jeunes, entre 15 et 31 ans, enfants d'immigrés irréguliers, pouvaient être régularisés, mais ceci à titre provisoire seulement. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire voter de loi, le Congrès était trop hostile, la Chambre n'aurait jamais suivi, donc il a pris une mesure exécutive, consistant à dire les jeunes entre 15 et 31 ans dont les parents sont irréguliers et qui sont eux-mêmes donc marginalisés, qui ont donc accompagné leurs parents dans le voyage aux États-Unis et qui sont nés ailleurs, eh bien cette catégorie de personnes pouvait bénéficier d'un statut. Mais c'était un statut provisoire seulement, la mesure devait durer 2 ans. Des centres de recherche qui connaissent bien ces populations ont fait des calculs et ont découvert qu'il devait y avoir environ 1,7 million de jeunes qui devaient pouvoir bénéficier de cette mesure. Mais en réalité, beaucoup moins se sont manifestés ces dernières semaines pour s'inscrire, se manifester et entrer dans une vie un peu plus légale. Pourquoi si peu ? Peut-être de l'ordre de 100 000 au maximum, parce qu'il y avait une grande incertitude quand même sur l'avenir. Si Romney passe, est-ce qu'il maintient la mesure ou non ? Une régularisation, merci, mais si c'est pour être mieux repéré et expulsé après, non merci. Obama passe, donc ils sont à peu près sûrs de garder leur statut. Et comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, il y a maintenant un peu plus de chances qu'avant que les républicains, ou ensuite, en tout cas quelques républicains, parmi les leaders, décident d'éviter désormais de se tirer des balles dans le pied en se coupant de l'électorat latino, en faisant un geste ou en participant à un compromis qui donnera un statut à une partie de ces sans-papiers. Voilà un peu les terrains que je couvre en général et voilà les dernières nouvelles. À ce propos, je voulais, s'il me reste 5 minutes, je ne sais pas où j'en suis pour le temps, mais je voulais introduire un peu plus de transnational et un peu plus d'international dans l'analyse ici, parce que si on s'intéresse à l'immigration, si on s'intéresse à des
immigrés mexicains en grand nombre aux États-Unis. Il serait environ aujourd'hui 12 millions de Mexicains, dont une majorité de sans-papiers. Dès qu'on s'intéresse à ce sujet, c'est pas seulement parce qu'il y a des controverses dans l'arène politique américaine qu'on s'intéresse à ça, c'est aussi quand on s'intéresse un petit peu à des questions d'économie politique internationale et de relations internationales et de migration transnationale, on se demande aussi d'où ils viennent ces immigrés. Ils viennent du Mexique, d'accord, mais où au Mexique et qu'est-ce que ça traduit? Et je pense qu'on a ici une question très intéressante à explorer. Vous savez tous qu'il y a un accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada qui est entré en vigueur pour les 3 pays ensemble, je crois, à partir du 1er janvier 1994. Oui, voilà. C'est le jour où la révolte zapatiste a éclaté dans le Chiapas. C'était le même jour. Et en raison de cet accord, il y a une réorganisation assez profonde des rapports économiques entre les deux pays. Il y a pour le dire très très rapidement, et un non spécialiste, ce qu'on sait de manière très très évidente, c'est que le marché mexicain est maintenant plus poreux, notamment à des produits agricoles américains ou à des produits alimentaires. Le Mexique est devenu dépendant du marché américain pour un certain nombre de denrées comme le maïs, qui est pourtant une denrée de base pour le régime alimentaire mexicain. On sait aussi que l'agriculture mexicaine, qui était déjà en difficulté depuis pas mal d'années, est encore plus en difficulté sous le régime du libre-échange. En tout cas, il y a des régions entières du pays qui en souffrent, et ça se traduit dans la sociologie des migrations. Parce que ce qu'on voit très clairement, c'est que jusqu'à il y a 20 ans, pratiquement tous les immigrés mexicains venaient de 4 États du Mexique. Ils venaient de 4 États dans le centre-nord du Mexique. On savait exactement d'où ils venaient tous. Ils étaient du Zacatecas, Guanajuato, ou encore Jalisco et Michoacán. Voilà d'où ils venaient. Et les sources de cette migration massive vers les États-Unis se sont beaucoup diversifiées ces dernières années, parce que l'agriculture, en gros, se casse la gueule dans beaucoup de régions, notamment dans le sud du pays, le sud indigène du Mexique. Et c'est pour ça qu'on voit une présence indigène mexicaine de plus en plus nombreuse, visible, audible aussi, en Californie, au Texas, en Caroline du Nord. L'immigration mexicaine en général est très très ramifiée aux États-Unis et présente dans presque toutes les régions maintenant, alors qu'il y a quelques années, c'était limité au sud-ouest. Maintenant, cette présence mexicaine est importante un peu partout. Il y a des pôles. À certains endroits, sur le territoire américain, ça se polarise localement et on sévit contre eux. À d'autres endroits, on évite de sévir autant contre les immigrés en partant du principe que s'ils ne font rien de mal, s'ils ont un statut irrégulier, mais ils n'ont rien fait de mal par ailleurs, il vaudrait mieux qu'on évite de dresser la police contre eux, parce que s'ils ont besoin d'appeler la police pour quelque chose de vraiment violent qui se produit, eh bien, il faut qu'ils aient un minimum de confiance dans la police. Vous savez comment ça marche. Donc on est juste à ce stade dans les recherches sur les questions aujourd'hui, où on arrive à repérer sur la carte des États-Unis, qui est vraiment une carte en patchwork, les endroits où il y a une poussée locale je ne veux même pas dire de sentiments immigrés, mais une poussée de manipulation de la peur dans les sphères politiques. Il y a des régions bien connues, telle municipalité dans le Texas, telle autre dans la Pennsylvanie, telle autre en Californie, 3 ou 4, tel comté de zone pavillonnaire résidentielle au sud de Los Angeles. On sait que là, les élus locaux et les élus aux assemblées de Californie et même au Congrès à Washington de ces zones-là vont être très très proches des anti-immigrés, alors qu'ailleurs, et notamment dans les villes les plus cosmopolites, ce que les sociologues appellent les villes-mondes, les villes comme New York, Los Angeles, Chicago, on sait que dans ces villes-là, les autorités locales préfèrent garder une image de ville qui aime les immigrés. Il y a beaucoup de façades, il y a beaucoup de blablabla dans ce discours, parce que ça n'empêche pas les immigrés de
raser les murs et surtout d'être inscrit dans la division du travail, comme vous imaginez, en tant que travailleurs immigrés sans papier. Rien de tout ça ne change, mais il y a quand même des villes où on n'envoie pas systématiquement la police locale ou la police du comté ou la police de l'État contre les immigrés. Et donc, il y a actuellement, je vais finir avec ça, il y a quand on considère, disons, la signification de cette population de 10 millions de sans-papiers aux États-Unis aujourd'hui, dont, disons, 8 millions de Mexicains et de Centro-Américains, on a affaire à un secteur de la population qui est visible et qui est même compté, qui compte dans les chiffres démographiques. On sait qu'ils sont là, mais ils n'ont aucun pouvoir ni aucun droit, et ils tendent à évoluer avec le temps en castes séparées. Il y a quelque chose de très antidémocratique qui se passe là, c'est évident, et le thème est soulevé de cette manière, comme je viens de l'énoncer, par quelques philosophes, quelques esprits critiques, quelques intellectuels qui soulèvent ce type de débat, mais vous n'entendrez pas Obama ou l'administration démocrate parler ouvertement de cette manière. Ils vont essayer même s'ils décident d'une mesure de régularisation, ils le feront avec un langage un peu plus punitif, un peu plus... Et d'ailleurs, il y aura certainement des mesures d'amende, et ça va apparaître comme une mesure presque punitive une fois votée par le Congrès, à surveiller. Voilà. Je pense que je suis très loin de conclure sur quoi que ce soit, là, mais je crois que j'ai lancé ici quelques thèmes qui soulèvent peut-être les curiosités, si on regarde à côté. Par exemple, comment vivent les Latinos, leur statut socio-économique, le taux de pauvreté. Et si on compare ça à d'autres secteurs de la population, on verra que derrière ces questions de vote ethnique et de chiffres ethniques, il peut y avoir des différenciations socio-économiques significatives qui donnent un sens à ces chiffres ethniques, qu'on le veuille ou non. Si on était en débat avec un certain nombre de démographes français qui résistent à ce type de raisonnement en disant il ne faut pas y aller, bon, ça serait une autre discussion. Mais puisqu'on est là-dedans, puisque épistémologiquement parlant, on est habitué depuis très très longtemps aux États-Unis à raisonner en ces termes et à utiliser ces catégories, tout en sachant que ce sont des catégories un peu arbitraires, il faut mesurer à la fois la portée et les limites de ce type de comptabilité ethnique. On sait qu'il y a beaucoup de flou là-dedans. On sait que si quelqu'un a juste un arrière-grand-parent qui s'appelle Gomez, mais cette personne-là s'appelle Gomez, cette personne-là peut revendiquer une identité latino et être comptée dans le recensement de cette manière. On sait que les frontières sont floues entre ce qui relève de la population latino et ce qui n'en relève pas. Tout ça, on le sait. Et on sait bien aussi que, finalement, il y a quelque chose d'arbitraire dans le nom aussi. Les latinos, en quoi sont-ils latins? Bon, latin parce que latino-américain, mais l'Amérique latine est-elle elle-même latine? Est-ce que Evo Morales est latin? Peut-être un peu sur les bords. Mais voilà, il y a, comment dire, les catégories ethniques sont des catégories de la pratique. Ce ne sont pas vraiment des catégories d'analyse, mais ce sont des instruments un peu bruts de fonderie, mais on peut parfois les utiliser à bon escient pour mesurer des inégalités. Et si on peut faire au moins ça avec ces chiffres, tant mieux, sans les prendre au sérieux comme des instruments scientifiques. Voilà, bon, je vais finir avec ça et on en parlera après. Merci. Je suis ravi, comme Jim, d'être ici parmi vous ce soir pour discuter de tout cela. Évidemment, en 15-20 minutes de présentation, il est difficile de brasser toute une série de questions essentielles, internes, domestiques, internationales, transnationales qui se posent. Je voudrais partir de ce que Jim a dit pour essayer de donner une certaine cohérence à nos propos sans le faire artificiellement. Commencer avec l'idée que la transformation démographique et sociologique profonde que connaissent les États-Unis actuellement et qui se poursuivra et qui s'approfondira au cours des 20-30 années à venir va inévitablement changer le regard américain sur le reste du monde.
Alors, la nature précise de cette transformation du regard nous est très difficile aujourd'hui de savoir exactement ce que ça implique, mais aujourd'hui, 50% de la population de moins de 18 ans, 50% de la population de moins de 18 ans aux États-Unis, et de souche, alors j'essaie de peser mes mots, car là encore, nous sommes dans des difficultés d'utilisation de mots qui ne correspondent pas exactement à ce que nous voulons dire, mais disons qui ne sont pas d'origine européenne, qui ne sont pas des blancs non hispaniques, comme on le dit aux États-Unis, dans les catégories officielles des différents groupements ethniques aux États-Unis. Alors évidemment, j'allais dire à Jim, en fin de sa présentation, que la race comme l'ethnicité est un construit social, n'est-ce pas? Et c'est souvent le regard de l'autre qui construit l'identité en question. On est hispanique aux États-Unis ou latino, pas seulement parce qu'on est le petit-fils d'eux ou petite-fille d'eux, mais aussi parce que le reste de la société vous perçoit et vous catégorise ainsi. Parfois, vous êtes le noir invisible, Ellison, n'est-ce pas? Hein? The Invisible Man, ce grand roman sur l'identité noire américaine, soit vous êtes trop visible, vous êtes dans une trop grande visibilité. Bref, je voulais simplement dire qu'on est dans les construits sociaux, mais les construits sociaux qui agissent sur la réalité, qui s'objectivent dans la réalité, qui transforment la réalité sociale. Comment le basculement démographique affectera le regard américain n'est donc pas encore tout à fait clair. Ce qui me semble apparent, toutefois, c'est que à l'orée 2020, ou pas 2020, mais en 2030, un peu plus loin, regardant un tout petit peu plus loin, plus de la moitié de la population américaine sera de souche, d'origine, excuse-moi, Jim, non européenne. Et le regard américain, inévitablement, se portera de plus en plus à ce moment-là, d'ailleurs comme il se porte déjà aujourd'hui, vers le reste du monde, non plus vers l'Atlantique, mais plutôt vers le Pacifique, plutôt vers l'Amérique du Sud, plutôt vers une transnationalité, des relations transnationales de type différentes que celles qui ont été établies au cours de 3 siècles et demi, entre les deux rives de l'Atlantique. Nous le savons aujourd'hui, nous nous dirigeons vers un monde post-atlantique, post-américain, disent certains, mais moi j'affirme que c'est un monde post-atlantique et une Amérique post-européenne, et des États-Unis post-européens. Et évidemment, difficile de conceptualiser les conséquences de ces deux mutations, car il s'agit de mutations profondes qui agissent sur le long terme. Et ces mutations impliquent évidemment des changements à la fois de regard, peut-être pas nécessairement toujours de comportement collectif en relation internationale, mais de regard par rapport au reste du monde, n'est-ce pas? La très forte population asiatique américaine en croissance très rapide aux États-Unis est beaucoup plus interconnectée à l'Asie d'aujourd'hui, à l'Asie orientale aujourd'hui ou à l'Inde, par exemple, que ne l'étaient d'ailleurs beaucoup d'immigrants européens avec l'Europe au XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Beaucoup d'immigrés européens arrivés aux États-Unis, de migrants qui devenaient des immigrés, n'est-ce pas? Des migrants qui devenaient des immigrés, 33 millions sur une population de 98 millions en 1924. C'est beaucoup. Arrivés aux États-Unis, et il s'agissait pour beaucoup d'une forme de rupture anthropologique entre le lieu de départ et les lieux de départ et le lieu d'arrivée. Aujourd'hui, pas tous évidemment, certains gardaient des relations avec l'Europe, mais cette relation était ténue, était assez faible. Je pense que les populations asiatiques américaines et latino-américaines aujourd'hui, si on veut les appeler latino-américaines, sud-américaines, ont plus de connexité avec les cultures mélangées dont ils font partie, les cultures d'origine comme les cultures d'accueil, que leurs prédécesseurs, les migrants et les immigrés qui les ont précédés historiquement. Pour l'Europe, cela a bien sûr des conséquences. Certains dirigeants européens s'émeuvent déjà aujourd'hui de l'idée que les États-Unis ne s'intéresseraient plus à l'Europe
Hein, j'ai entendu ici ou là des politiques européens lors des débats sur l'élection américaine, avec moi ou sans moi, me dire « Oh, mais c'est pas bien ça, et nous, on est quoi là-dedans ?» N'est-ce pas ? Les États-Unis nous oublient comme si papa ou maman, je sais pas, n'était plus là pour conforter l'alliance libérale démocratique qui, au cours des siècles derniers, aurait, parce que c'est une narration, c'est un récit, n'est-ce pas, libéral, aurait assuré l'avenir du monde. Une vision des transformations à venir serait donc que cette transformation sociologique interne américaine issue de la transnationalisation des États-Unis eux-mêmes ouvrirait la voie à une plus grande interdépendance globale. Ça, c'est une thèse, n'est-ce pas ? Plus grande interdépendance du fait de l'hybridation culturelle, du fait des mélanges entre peuples, du fait d'une meilleure compréhension des différents ensembles, n'est-ce pas ? Cette thèse bute évidemment sur certaines réalités qui sont des dures réalités, des rapports de force dans les relations internationales. Et je veux en venir donc à la deuxième vision, qui est une vision tout à fait différente. Et je ne vais pas trancher tout de suite. Je vous dirai mon sentiment personnel à la fin ou lors de nos débats. Une deuxième vision, donc une première vision de transnationalisation, d'interdépendance croissante, du fait de phénomènes culturels. Une deuxième vision, qui est une vision quelque peu différente, qui est la vision réaliste classique en relations internationales. Les réalistes en relations internationales théorisent l'international comme étant un monde structuré autour de la rivalité, autour de ce qu'ils appellent le dilemme de l'anarchie et du dilemme de sécurité dans lequel tous les États sont comme des atomes dans un système international dans lequel ces atomes sont en collision permanente et en conflit. N'est-ce pas ? Les atomes étant en l'occurrence des États-nations. Les États-nations sont les atomes, les briques du système international. Ce sont les boules de billard, billiard balls, des boules de billard constitutives d'un système anarchique, c'est-à-dire sans gouvernement mondial, anarchos en grec, sans gouvernement mondial. Tous impliqués, pris dans une structure d'anarchie et un dilemme de sécurité qui pousse vers le conflit. Quelle que soit la nature de la société, quelle que soit la nature de l'État-nation, et quelle que soit la nature du régime en question. Ainsi, pour les réalistes classiques, Hans Morgenthau, Raymond Aron, de façon un peu plus subtile d'ailleurs en France, ou les réalistes d'aujourd'hui aux États-Unis, je parle des théoriciens là, je ne parle pas des praticiens, mais les praticiens ont la théorie dans la tête sans le savoir, n'est-ce pas ? Certains le savent comme Kissinger, mais d'autres l'ont dans la tête sans le savoir. Pour les réalistes, donc, le conflit est inscrit dans le système international, quelle que soit la nature de l'État. Ainsi, pour Morgenthau, l'Union soviétique, l'expansionnisme de l'Union soviétique, je cite Morgenthau, là, n'est pas dû au caractère communiste ou soviétique de l'Union soviétique. L'expansionnisme américain n'était pas dû et ne serait pas dû au caractère du capitalisme américain. D'ailleurs, l'expansionnisme romain n'aurait pas été dû aux caractéristiques féodales et esclavagistes de l'Empire romain, mais serait dû simplement au fait que tous les États-nations, quelle que soit leur nature et quel que soit leur régime, sont mus vers l'expansion pour préserver leur propre sécurité. Et donc que la guerre est l'aboutissement d'une situation d'un dilemme entre États qui rentrent comme des boules de billard en conflit parce qu'ils sont pris dans ce dilemme de sécurité. Ainsi, on interprète la Première Guerre mondiale, ainsi que la Deuxième. Les réalistes interprètent la Première et la Deuxième Guerre mondiale, non pas comme des conflits idéologiques ou politiques, ni économiques, bien sûr, mais comme des conflits entre puissances montantes et puissances déclinantes. La Première Guerre mondiale aurait été ainsi due et est interprétée comme ayant été le résultat du conflit entre la puissance constituée, la Grande-Bretagne, déclinante et la puissance montante, impériale montante, l'Allemagne, impériale de Wilhelm. N'est-ce pas ? Et dans cette vision-là, les États-Unis, quel que soit le caractère de sa population, de sa sociologie intérieure ou de la qualité de ses dirigeants, n'est-ce pas,
rentrera inévitablement en conflit, et là aujourd'hui on pense tout de suite à la Chine, n'est-ce pas, rentrera en conflit avec d'autres grands acteurs dans le système international, et en particulier la Chine, puissance montante, alors que les États-Unis seraient en déclin relatif. Et ces deux visions, alors, évidemment il y a d'autres visions intermédiaires, n'est-ce pas, mais ces deux visions sont, je veux restreindre mon propos, sont deux visions complètement contradictoires, n'est-ce pas, sur la nature des rapports internationaux futurs. Est-ce que nous nous dirigeons quasiment inéluctablement vers le conflit? Non pas de par la volonté des dirigeants américains et des dirigeants chinois, mais du fait des contraintes de structure du système international, ou plutôt est-ce que nous nous dirigeons plutôt vers un monde de plus en plus interdépendant, structuré par des flux transnationaux à la fois de personnes, de biens, d'idées, etc. Et la question se pose véritablement de savoir si on peut agir sur ces visions-là, n'est-ce pas? La deuxième vision est une vision mécaniste et déterministe des relations internationales qui, il me semble, il faut rejeter à la fois au niveau conceptuel et épistémologique, comme étant non fondée dans la réalité de l'histoire des relations internationales, mais aussi parce qu'en adoptant ce schéma interprétatif, on crée les conditions de mise en œuvre de ce qui est décrit. Ça devient un schéma performatif dans la conduite des relations internationales. Comme par hasard, les réalistes, quand eux parlent d'immigration, ils parlent de l'immigration automatiquement comme un problème sécuritaire. Ça commence là. Exactement. Exactement. Et c'est performatif dans le sens que l'énoncé construit la réalité qu'ils sont supposés en train de décrire. N'est-ce pas? C'est pas une description de la réalité, c'est une construction de la réalité, n'est-ce pas? Et le grand défi qui se pose à nous, et donc le défi de savoir si nous pouvons construire, en rejetant justement le schéma structurel réaliste, si nous pouvons construire de l'interdépendance. Et là, nous butons devant un problème important qui est une autre dimension des structures internes aux États-Unis et aussi dans d'autres pays. C'est-à-dire que il est très difficile quand on a affaire à des grands empires, à des très grandes puissances, de faire évoluer rapidement leurs patterns, leurs schèmes de relations internationales, n'est-ce pas? Et je voudrais finir avec cette idée. Parce qu'Obama, certains avaient pensé, pas moi, mais certains avaient pensé qu'Obama allait changer fondamentalement le caractère des relations internationales des États-Unis. Il avait fait ce très très beau discours du Caire, n'est-ce pas? Ce discours important, pas simplement beau, ce discours important d'ouverture au monde pluriel arabo-islamique. Il avait quand même énoncé fait des initiatives, me semble-t-il, importantes, initiales dans le conflit israélo-palestinien, en particulier sur la question des colonies israéliennes en Palestine. Il avait annoncé un programme de désarmement très vaste, nucléaire avec la Russie, qui semblait véritablement prometteur, et avait aussi initié une politique de désescalade des tensions avec la Chine. Donc, globalement parlant, au tout début, Obama semblait être en mesure, effectivement, de changer non pas simplement le ton, mais certaines des politiques internationales des États-Unis dans un sens véritablement meilleur, une certaine forme de progressisme, n'est-ce pas? Or, on a vu 4 ans plus tard que nous sommes en fait en présence d'une politique plutôt classique, réaliste, certes non pas celle de George Bush, qui était exceptionnelle dans son expansionnisme et sa brutalité, mais quand même une politique réaliste assez traditionnelle. Ça ressemble à Bush. Et en Amérique centrale, ça ressemble à Bush. Mes connaissances sur l'Amérique centrale sont pas très, très poussées. Le Honduras. Faut lire le diplôme. Je suis content de cette correction. Merci. Le président Obama et son administration n'ont pas fondamentalement changé la structure du système de sécurité des États-Unis. Le budget militaire s'est accru marginalement au cours de sa présidence, malheureusement, en pleine période de crise économique. Les États-Unis aujourd'hui dépensent 49, presque 50% des dépenses militaires mondiales. Et ces dépenses vont rester relativement stables. La part va rester relativement stable étant donné les dépenses des autres. Les opérations clandestines de l'administration Obama, en particulier sur la frontière afghane, pakistanaise, l'utilisation des drones, les opérations clandestines globalement parlant,
sont en intensification plutôt que le reste. Alors c'est vrai qu'Obama a retiré les troupes d'Irak, et c'est une très bonne chose. Il va retirer les troupes américaines d'Afghanistan, et ce sera aussi une chose nécessaire, une politique nécessaire. Mais la politique globale des États-Unis est restée à peu près constante et dans une régularité historique qui est celle d'assurer les grands équilibres au profit des États-Unis dans les grandes régions mondiales, que ce soit le Moyen-Orient, le Golfe arabo-persique, l'Asie orientale, l'Europe aussi, bien que l'Europe ne pose pas vraiment problème dans ce sens-là, et l'Amérique latine. Les libéraux britanniques qui sont arrivés au pouvoir à la fin de... Et je crois que c'est dû à des structures sociales que les présidents héritent, n'est-ce pas? Les libéraux britanniques qui sont arrivés au pouvoir à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et qui avaient annoncé des changements significatifs dans les politiques impériales britanniques vers un libéralisme plus poussé, j'en discute dans mon livre d'ailleurs, ont réalisé très vite que, quelles que soient leurs intentions, souvent bonnes d'ailleurs, souvent bonnes, qu'ils ne pouvaient pas changer rapidement le cours central de la politique impériale britannique, ni bien sûr liquider l'Empire, surtout pas liquider l'Empire. De même, de la même façon, parce que les structures, il s'agissait de structures internationales mises en place depuis très longtemps, historiquement héritées, et soutenues par des intérêts très puissants, à la fois en Grande-Bretagne, mais aussi en externe. Des élites locales qui avaient été imbriquées à la Grande-Bretagne dans des systèmes impériaux, n'est-ce pas, dans le système impérial. De même, les États-Unis, depuis 1942-43, mais peut-être on pourrait aller plus loin, jusqu'après 1918, n'est-ce pas? Les États-Unis ont construit au cours de l'histoire des engagements internationaux de plus en plus poussés, se sont engagés de façon de plus en plus poussée dans le système international. Et à partir de la guerre froide, s'est constitué ce que nous appelons vaguement le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire une structure de sécurité à la fois nationale et internationalisée, qui couvre le monde tout entier et qui représente à la fois des intérêts stratégiques, économiques, politiques et idéologiques fortement enracinés aux États-Unis. Et là se pose véritablement un dilemme. Comment construire de l'interdépendance lorsque ces structures-là continuent de dominer le système politique américain? N'est-ce pas? Obama en est une très bonne illustration, n'est-ce pas? Il a hérité de ces structures. Il doit présider ces structures. Il n'a pas vraiment le choix. Il ne peut pas arriver et dire je liquide tout ça. Il ne peut pas plus qu'un dirigeant libéral britannique ne pouvait arriver au pouvoir à la fin du 19e. Donc la question de l'action politique, la question de l'acteur, la possibilité de transformation devient une question importante. Il faut que nous réfléchissions aux États-Unis et ailleurs, d'ailleurs, sur comment agir de façon politique, de façon efficace, intellectuellement efficace, comment théoriser d'autres schèmes de relations internationales, étant donné ces contraintes-là, n'est-ce pas? Parce qu'il faut penser ces contraintes. Il ne suffit pas d'être normatif, il faut aussi penser le réel pour pouvoir changer le réel. Voilà,